Dans cette seconde vidéo, nous verrons les stratégies des firmes multinationales. Tout d'abord, quelles sont les modalités de leur internationalisation, puis quels sont les déterminants de leur localisation à travers le monde. Nous verrons ces déterminants à travers la compétitivité prix qui est recherchée et la compétitivité hors prix. Nous terminerons par les effets de la mondialisation des firmes, d'une part sur le pays hôte et d'autre part sur le pays d'origine. Comment les entreprises deviennent-elles des firmes multinationales? Autrement dit, quelles sont leurs modalités de multinationalisation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, la première possibilité, c'est avec des IDE, c'est-à-dire des transferts de capitaux à l'étranger. Transférer des capitaux à l'étranger, ça peut être pour faire une fusion avec une entreprise ou une acquisition d'entreprise. Il s'agit là, en fait, quand on fait une fusion-acquisition, de créer une nouvelle entreprise à partir de deux entreprises de pays différents. Un exemple de fusion-acquisition, c'est lorsque l'entreprise indienne Mittal, qui était donc dans l'acier, a racheté l'entreprise Arcelor française, qui était déjà d'une fusion-acquisition de plusieurs entreprises françaises. Et l'avantage de ces fusions-acquisitions, par exemple pour Mittal, c'est non seulement de racheter l'entreprise, mais de racheter en même temps tous les brevets, toutes les compétences sur les aciers spéciaux que pouvait avoir ArcelorMittal. Quand il s'agit du joint venture, en fait, ça veut dire que deux entreprises de pays différents vont créer une entreprise commune qu'ils vont gérer tous les deux. Il est aussi possible de faire sortir des IDE pour créer une filiale, c'est-à-dire soit créer directement, soit racheter une entreprise à au moins 51% du capital pour en faire donc une filiale. Ceci peut se faire aussi sans transfert de capitaux. Il s'agit dans ce cas-là de sous-traitance. On peut sous-traiter, comme le fait Apple, la fabrication de certaines parties du produit final par des entreprises de pays étrangers qui sont alors sous-traitants. Ça peut être tout simplement une licence, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise étrangère de fabriquer un produit d'une autre entreprise, à condition évidemment de payer la licence et l'ensemble des brevets qui vont avec. Et puis, ça peut être aussi une franchise. Bon, là, il s'agit simplement de prendre le nom d'une entreprise, par exemple McDo. Tous les magasins McDo du monde sont des franchises du McDo Maison Mère. Donc voilà les différentes possibilités. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Quels sont les déterminants de la localisation des unités de production pour les firmes multinationales? Eh bien, ces déterminants reposent sur deux grands axes. Premier axe, la recherche de la compétitivité prix. Deuxième axe, la recherche de la compétitivité hors prix. Pour la compétitivité prix, il s'agit, dans le cas de ces firmes multinationales, d'avoir les coûts de production les plus faibles possibles, de manière à pouvoir vendre au prix le plus bas possible et gagner ainsi des parts de marché. Quels sont ces éléments qui permettent la compétitivité prix? Eh bien, premièrement, un faible coût du travail. Tout d'abord, dans le coût du travail, il y a le salaire. Et ce salaire doit être le plus bas possible. Bon, on sait très bien que les entreprises délocalisent en Chine, mais même maintenant que le coût du travail augmente en Chine, elles délocalisent au Vietnam ou en Indonésie. Donc la recherche du coût du travail très faible pour tout ce qui incorpore une grande partie de travail dans le produit est un élément basique. Le second, ce sont les cotisations sociales. Ça fait partie du coût du travail. Et il vaut mieux pour les entreprises multinationales que ce coût soit le plus faible possible, voire nul si possible. Or, il existe beaucoup de pays où il n'y a pas vraiment d'État-providence, donc pas de cotisation ou fort peu. Et ce faible salaire et ces faibles cotisations, on les trouve certes en Asie ou dans la plupart des pays en voie de développement, mais on le trouve aussi dans l'Est de l'Europe. Et beaucoup de firmes multinationales ont délocalisé en Slovaquie, en Tchécoslovaquie, voire plus loin encore à l'Est, parce qu'elles y trouvaient ces deux conditions qui leur permettent d'avoir une compétitivité
prix. Qu'est-ce qui les intéresse aussi? D'avoir une réglementation sécurité ou environnement extrêmement souple, ce qui permet de ne pas avoir de dépenses à faire pour sécuriser l'ensemble de l'unité ou pour avoir une bonne sécurité du travail. Et quant à l'environnement, si elles polluent, eh bien, elles n'ont rien à payer, donc elles estiment que c'est une manière de faire des économies. Ensuite, que peut-on avoir encore? Une faible fiscalité sur les bénéfices. Et cela, on le trouve particulièrement en Europe, en Irlande, qui a baissé très fort ses impôts sur les bénéfices et qui a ainsi attiré de nombreuses firmes qui ont mis même leur siège social pour pouvoir faire apparaître les bénéfices en Irlande et donc payer extrêmement peu d'impôts sur les bénéfices. C'est ce qu'on appelle un dumping fiscal. Qu'est-ce qu'il y a encore? La proximité des matières premières. Ça, c'est un élément normal et il peut être nécessaire de s'installer près des matières premières, surtout lorsque les transports de matières premières peuvent être coûteux. Ensuite, bien, là justement, le transport, c'est-à-dire si les coûts de transport peuvent être faibles, autrement dit, si le transport peut être maritime parce que c'est le coût le plus faible, eh bien, autant s'installer près des ports quand on peut utiliser justement ces transports maritimes. Ensuite, des droits de douane très faibles. Cela peut servir à contourner ces droits de douane en s'installant dans un pays qui est en relation bilatérale avec un autre et qui donc a éliminé ou a abaissé très fortement ses droits de douane. On s'installe dans l'un des pays pour profiter du marché des deux pays. Donc on voit qu'il y a plusieurs manières de rechercher la compétitivité prix. Les consommateurs réclament aussi de la qualité, de l'originalité, de l'innovation, un bon service après-vente, une bonne image de marque. Et les firmes multinationales recherchent donc aussi la compétitivité hors prix. Comment font-elles et quelle localisation choisissent-elles dans ce cas-là? Eh bien, d'abord, elles s'installent généralement sur le marché qui les intéresse. Pourquoi? Bien parce que ça va leur permettre de s'adapter aux spécificités des consommateurs de ce pays. Ensuite, elles vont chercher des compétences et la productivité des salariés. En effet, même si le salaire est faible, le salarié peut n'être pas très intéressant parce que faible salaire, faible compétitivité, finalement, il risque de revenir à peu près aussi cher qu'un salarié qui a un salaire plus élevé, mais une forte productivité. Et puis, et surtout, même si le salaire est élevé, si on a une excellente productivité, et c'est un peu le cas de la France où la productivité horaire est très forte, eh bien, on peut avoir une certaine rentabilité, même avec des salaires relativement élevés. En plus des salariés qui ont une excellente productivité, ce sont des salariés qui sont bien formés, qui sont compétents, qui travaillent vite, qui comprennent vite ce qu'il faut faire. Et donc, ça peut être très facile pour les entreprises de s'installer dans ces pays parce qu'elles ont peu de formation à faire et le salarié est tout de suite productif. Ensuite, les entreprises recherchent de bonnes infrastructures, de manière à pouvoir expédier rapidement les productions dans de bonnes conditions, avec peu de délais de livraison. Et donc, d'excellentes infrastructures sont importantes pour attirer les firmes multinationales. Elles aiment aussi la proximité de services financiers. Bon, s'installer en Angleterre, de près de Londres, ça peut toujours être intéressant. Mais même il suffit qu'il y ait de grandes banques avec des services internationaux bien développés. Ensuite, il y a aussi une proximité avec un environnement très motivant. Aller s'installer dans la Silicon Valley, c'est s'installer dans un endroit où les salariés auront une motivation parce qu'ils vont parler à d'autres salariés, d'autres entreprises très modernes, très développées, très dynamiques, et cela dynamisera les salariés de l'entreprise qui s'installe dans la Silicon Valley. Donc voilà pour la compétitivité hors prix, on voit que l'une et l'autre comptent et qu'il ne faut pas du tout s'attacher exclusivement à la compétitivité prix, ce qu'on a tendance à faire. Il existe aussi une compétitivité hors prix. La société a été créée en automne 1998 et on a lancé la première voiture, c'était le 31 janvier 2001.
Alors Toyota a choisi Valenciennes pour implanter son usine, tout d'abord pour une raison géographique. En effet, le Valenciennois est au cœur de l'Europe. Les principaux clients, c'est l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France bien sûr, et l'Espagne. Donc le territoire valenciennois et surtout la région de Nord-Pas-de-Calais est considérée comme la deuxième région en termes de production automobile en France. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau industriel important et un réseau de sous-traitants extrêmement dense. La deuxième raison, réseau autoroutier qui nous permet des connexions avec notre siège à Bruxelles, des connexions aussi rapides vers l'Angleterre qui était notre base historique d'installation du groupe en Europe. Et chose extrêmement importante pour nous, c'est les réseaux fluviaux avec le canal de l'Escaut qui nous permet d'avoir une ouverture et des liaisons directes avec les grands ports du Nord. Et la troisième chose, c'est qu'avec Valenciennes Métropole, on a tiré une ligne ferroviaire jusque dans le centre de l'usine, ce qui nous permet d'expédier nos véhicules vers nos clients que sont l'Italie et la Pologne. On vient d'annoncer qu'on allait produire en 2012 la nouvelle citadine hybride. Et Valenciennes Métropole a été un acteur extrêmement important et ont permis de faire en sorte que le site de TMMF soit choisi parmi les sites japonais ou les autres sites européens. Valenciennes Métropole nous a toujours épaulés et continue à nous accompagner pour construire cette future citadine hybride. L'internationalisation des entreprises a des conséquences aussi bien sur le pays d'accueil que sur le pays d'origine. Ces conséquences, ces effets peuvent être soit positifs, soit négatifs. Lorsqu'ils sont positifs pour le pays d'accueil, eh bien, on peut dire qu'il va y avoir de nouveaux emplois qui sont créés, donc de nouveaux salariés, donc de nouveaux consommateurs. Donc, en fait, ça va donner la possibilité pour les entreprises du pays peut-être de produire plus pour un marché plus important. Et puis, il y a une formation qui est donnée à ces salariés, formation qui pourra être utilisée plus tard s'ils changent d'entreprise et qu'ils rentrent dans une entreprise locale. Donc là, gros avantage. Ensuite, il va y avoir une multiplication des sous-traitants. Cette entreprise qui s'installe, cette firme multinationale, a besoin de toutes sortes de sous-traitants. Et donc, en fait, des entreprises locales vont être créées pour la sous-traitance de ces firmes multinationales. Pour l'État, il va y avoir des recettes fiscales, parce que même si les impôts sur les bénéfices sont faibles, eh bien il y en aura quand même, et cela augmentera les recettes fiscales, donc cela pourra permettre à ces pays d'améliorer par exemple leurs infrastructures. Et puis, il y a, et cela compte beaucoup, le transfert de technologie. Les Chinois ont été très forts en ce domaine. Ils ont toujours exigé que lorsqu'une entreprise s'installe avec toute sa technologie et que cette technologie, elle soit enseignée aux Chinois. Actuellement, par exemple, Airbus n'a pu s'installer que parce qu'il y avait d'énormes transferts de technologie à tel point que dans peu de temps probablement, les Chinois seront capables de produire des avions type Airbus. Maintenant, pour le pays d'origine. Eh bien, pour le pays d'origine, cela peut donner une baisse des prix. En effet, si les entreprises se sont localisées dans des pays à faible coût salarial, eh bien, ils peuvent vendre à prix plus faible. Ces prix plus faibles permettent aux salariés du pays d'origine d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Ils peuvent acheter toutes sortes de produits à des prix tout à fait concurrentiels. Ensuite, ça augmente évidemment le profit des entreprises, puisque c'est en général pour ça qu'elles se délocalisent ou qu'elles s'internationalisent. Et si leurs profits augmentent, elles peuvent augmenter leurs investissements, elles peuvent augmenter la recherche-développement, elles peuvent devenir plus modernes, plus compétitives, elles peuvent faire de l'innovation, et donc ça peut être un élément favorable. Et comme cette innovation peut avoir lieu, il peut y avoir la création d'emplois très qualifiés dans l'entreprise mère, dans le pays d'origine. Maintenant, il y a aussi des effets négatifs. Ces effets négatifs, on les voit dans le pays d'accueil, d'abord parce que la firme qui s'intéresse va concurrencer un certain nombre de petites entreprises locales qui, évidemment, ne pourront pas lui résister et donc deviendront des entreprises en faillite. Ensuite, ça peut pousser le pays d'accueil à faire du moins-disant social, c'est-à-dire
pas de possibilité de cotisation sociale pour faire plaisir à l'entreprise qui s'installe, fiscale en demandant le moins d'impôts possible, voire parfois pas du tout d'impôts sur les bénéfices pendant quelques années, environnementale en les laissant polluer sans intervenir. On voit que ça peut être quand même extrêmement dangereux. Et puis, il peut y avoir une dépendance économique. On peut dépendre d'une seule entreprise, économiquement parlant, pour les exportations du pays, par exemple, ou bien politiquement, parce que tout simplement l'entreprise, elle a un poids financier qui est parfois supérieur à celui du budget de l'État dans ce pays. Donc on voit que l'entreprise peut très bien influer très fortement la politique et l'économie d'un pays, pas toujours dans la direction qui serait la meilleure pour le pays d'accueil. On voit cela par exemple avec les entreprises pétrolières. Et puis il y a aussi l'occidentalisation des modes de vie. Cela peut paraître, dans certains cas, un problème parce qu'il y a une perte des habitudes locales, des traditions locales, pour s'occidentaliser au maximum. Et puis, il y a les pays d'origine. Les pays d'origine peuvent aussi avoir des effets négatifs. Ces effets négatifs, tout d'abord, c'est la délocalisation, et ces délocalisations se multiplient. Et ces délocalisations, elles vont mettre au chômage beaucoup d'emplois peu qualifiés. Parce que c'est ceux-là, justement, qui sont recherchés dans les pays de faible salaire, et ces employés peu qualifiés vont avoir beaucoup de mal à retrouver du travail et vont devenir des chômeurs de longue durée. Et toutes ces délocalisations peuvent créer une désindustrialisation du pays. C'est ce qu'on voit actuellement en France, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Ça pose un grave problème pour l'industrie du pays d'origine. Et puis, cela peut mettre en danger la protection sociale parce qu'on met en concurrence des pays qui ont une très faible protection sociale comme les pays d'accueil, avec des pays d'origine qui généralement ont un État-providence, et l'idée, ça serait de faire baisser l'État-providence pour essayer de faire baisser les coûts de production si on veut conserver les emplois dans le pays. Donc on voit là un danger social important. Ce sont ces conséquences négatives pour les pays hôtes qui expliquent en grande partie ce que nous avions déjà vu, c'est-à-dire les tentations protectionnistes.